À Noël, ma sœur m'a dit, n'amène pas ton mari et tes enfants, ils sont trop vulgaires pour ma réception de haute société. Elle pensait que j'allais obéir, comme je l'avais toujours fait. Mais ce soir-là, j'y suis allée quand même. Et quand elle a commencé à nous traiter comme des domestiques devant ses amis riches, j'ai levé mon verre de champagne et j'ai prononcé 3 phrases qui ont transformé sa vie de rêve en cauchemar absolu. Ce que j'ai fait n'était pas seulement une vengeance, c'était une leçon de survie. Avant de vous raconter tous les détails de cette nuit fatidique, j'aimerais savoir d'où vous vous trouvez. Dans quelle ville et quel pays écoutez-vous cette histoire? Quelle heure est-il chez vous? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous, j'ai toujours plaisir à lire vos avis. Je m'appelle Solange. J'ai 38 ans, et si vous me croisez dans les rues de Lyon, vous ne me remarquerez probablement pas. Je porte des jeans confortables, je conduis une voiture utilitaire blanche un peu cabossée et mes cheveux sont souvent attachés en un chignon pratique. Rien ne laisse deviner que je suis à la tête de l'une des plus grandes entreprises de nettoyage industriel de la région Rhône-Alpes. J'ai passé ma vie à frotter, à décaper, à éliminer la saleté que les autres ne voulaient pas voir. Mais il y a une tâche, une seule, que j'ai mis plus de 20 ans à nettoyer, ma propre sœur, Élodie. Tout a commencé par une odeur. L'odeur âcre de l'eau de Javel. C'est l'odeur de mon enfance. J'avais 12 ans quand la vie de mes parents a basculé. Mon père, Gérard, un ouvrier du bâtiment, est tombé d'un échafaudage. Ma mère, Monique, faisait des ménages, mais l'arthrite déformait déjà ses mains. Il ne pouvait plus subvenir à nos besoins. Et puis, il y avait Élodie. Elle venait de naître. Un petit bébé rose, parfait, qui ne connaissait rien de la misère qui s'abattait sur nous. Je me souviens d'avoir tenu sa petite main minuscule dans la mienne, une main encore douce, alors que la mienne était déjà sèche et rugueuse à force d'aider maman. Ce jour-là, j'ai fait une promesse silencieuse, une promesse stupide et dangereuse. Toi, ma petite Élodie, tu ne toucheras jamais une serpillière. Tu seras une princesse. J'ai grandi trop vite. À 16 ans, je me levais à 4 heures du matin pour nettoyer des bureaux avant d'aller au lycée. À 18 ans, j'ai créé ma petite auto-entreprise. Je n'ai pas fait d'études supérieures, j'ai fait des études de survie. Pendant que je récurais des toilettes d'usine, Élodie grandissait. Et je tenais ma promesse. Oh oui, je la tenais trop bien. Je payais tout. Les leçons de danse, les vêtements de marque pour qu'elle ne se sente pas différente à l'école, les derniers gadgets. Mes parents, affaiblis et culpabilisants de ne pas pouvoir nous offrir plus, me laissaient faire. Ils voyaient en moi le pilier de la famille, la seconde mère. Mais ils ne voyaient pas le monstre que j'étais en train de nourrir. Il y a un souvenir précis qui me hante. Élodie avait 10 ans, et moi 22. Je venais de rentrer du travail, épuisée, mes vêtements imprégnés de l'odeur de produits chimiques. Elle a froncé le nez en me voyant entrer dans la cuisine. « Solange, tu pues », a-t-elle dit en pinçant son petit nez. « Ne t'approche pas de mes devoirs, tu vas les salir. » Au lieu de la gronder, au lieu de lui dire que cette odeur était celle de l'argent qui payait son stylo plume et ses cahiers neufs, j'ai souri tristement. Je suis allée prendre une douche, frottant ma peau jusqu'au sang pour enlever cette odeur de labeur. Je voulais être propre pour elle. Je voulais qu'elle soit fière de moi. Quelle ironie! J'ai passé ma vie à essayer d'effacer les traces de mon effort, alors que c'était la chose la plus noble que je possédais. J'ai créé une bulle autour d'elle. Une bulle dorée où l'argent tombait du ciel, où les factures se payaient toutes seules, où les désirs devenaient réalité avant même d'être formulés. Je pensais la protéger de la dureté du monde. Je pensais lui donner les chances que je n'avais pas eues. Mais on ne rend pas service à quelqu'un en lui coupant les jambes pour lui offrir un fauteuil roulant en or. J'ai créé une handicapée de la vie. Une princesse qui pensait que le royaume lui était dû, simplement parce qu'elle existait. Et ce royaume, c'était moi qui le construisais, brique par brique, nuit blanche après nuit blanche. Les années ont passé. Mon entreprise a grandi. J'ai embauché des employés, acheté des machines, signé des contrats avec des grandes firmes. Je gagnais très bien ma vie, mais je gardais mes habitudes simples. C'est à 28 ans que j'ai rencontré Bruno. Bruno n'était pas un homme de costume-cravate. C'était un artisan, un menuisier ébéniste. Il avait des mains larges, calleuses, avec toujours un peu de sueur sous les ongles.
Il sentait le bois coupé, la cire d'abeille et la résine. Pour moi, c'était l'odeur la plus rassurante du monde. C'était l'odeur du travail honnête, de la création, de la solidité. Bruno était comme un chêne, calme, protecteur, et profondément gentil. Nous nous sommes rencontrés sur un chantier. Je supervisais le nettoyage de fin de chantier, il posait des placards sur mesure. Il m'a vu porter un bidon de 20 litres sans grimacer. Il m'a apporté un café. Vous avez une force incroyable pour quelqu'un d'aussi élégant, m'a-t-il dit. C'était la première fois qu'un homme utilisait le mot « élégant » pour me décrire alors que je portais un bleu de travail. Je suis tombée amoureuse de son regard qui voyait au-delà des apparences. 6 mois plus tard, j'ai décidé qu'il était temps de présenter Bruno à ma famille. J'étais nerveuse, surtout pour Élodie. Elle avait alors 16 ans, en pleine adolescence, et je l'avais inscrite dans un lycée privé très huppé de Lyon. Elle commençait à fréquenter des enfants de médecins, d'avocats, de notables. Elle avait développé un accent affecté et une obsession pour les apparences qui m'inquiétaient, mais que je mettais sur le compte de l'âge. Le dîner a eu lieu chez mes parents. J'avais préparé un rôti, l'ambiance était chaleureuse. Bruno est arrivé avec un bouquet de fleurs pour ma mère et une bouteille de vin pour mon père. Il était nerveux, il avait mis sa plus belle chemise, mais l'on voyait qu'il n'était pas habitué au col rigide. Quand je l'ai présenté à Élodie, elle était assise sur le canapé, pianotant sur son tout nouveau smartphone, que j'avais payé, bien sûr. Elle a levé les yeux, l'a scanné de la tête aux pieds comme on inspecte un produit défectueux au supermarché. Élodie, voici Bruno, mon compagnon, dis-je avec un sourire encourageant. Bruno a tendu sa main, large et franche, vers elle. Enchantée, Élodie. Solange m'a beaucoup parlé de toi. Élodie a regardé la main de Bruno. Elle a vu les callosités, les petites cicatrices, les traces indélébiles du travail manuel. Elle n'a pas bougé. Elle a littéralement reculé sur le canapé, avec une grimace de dégoût non dissimulée. Je viens de faire ma manucure, a-t-elle lâché d'une voix traînante. 50 € le vernis semi-permanent. Ta main est trop râpeuse. J'ai pas envie de me rayer un ongle. Le silence qui a suivi a été assourdissant. Mon père a toussé, gêné. Ma mère a baissé les yeux vers son assiette. Bruno a retiré sa main lentement, son sourire se figeant, puis disparaissant. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter aux joues. Non pas de la colère contre Élodie, mais une honte terrible pour Bruno. Élodie, ai-je tenté de la réprimander, mais sans conviction. Quoi, a-t-elle répondu en haussant les épaules. C'est vrai. Il sent la sueur et la transpiration. C'est pas très hygiénique pour dîner, si. Au lieu de la mettre dehors, au lieu de lui dire de respecter l'homme que j'aimais, j'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai arrondi les angles. J'ai ri nerveusement. Elle a un odorat très sensible, c'est une artiste, ai-je dit à Bruno en lui pressant le bras. Ne le prends pas mal. Bruno m'a regardé, et j'ai vu une lueur de déception dans ses yeux doux. Il n'a rien dit. Il s'est assis et a mangé en silence. Ce soir-là, j'ai choisi la paix apparente plutôt que le respect. J'ai validé le comportement de ma sœur. J'ai confirmé qu'elle avait le droit de juger, de mépriser, et que nous, les travailleurs, devions nous excuser d'exister dans son monde parfumé. C'était la première fissure. Et je ne savais pas qu'elle deviendrait un gouffre. 2 ans plus tard, Bruno et moi nous sommes mariés. Nous voulions quelque chose de simple, à notre image. Une cérémonie à la mairie suivie d'une réception dans le jardin d'une vieille ferme rénovée à la campagne. Des guirlandes lumineuses, des grandes tablées en bois, du bon vin et des rires. C'était tout ce dont nous rêvions. Nous avions un budget confortable, mais nous ne voulions pas de gaspillage. J'avais invité toute la famille, bien sûr. Élodie avait alors 18 ans. Elle m'avait fait une scène parce que je ne l'avais pas choisie comme témoin, préférant ma meilleure amie d'enfance qui avait été là dans les moments difficiles. Pour la consoler, je lui avais donné sa carte de crédit pour qu'elle s'achète une tenue. Prends quelque chose de joli, lui avais-je dit. Fais-toi plaisir. Erreur fatale. Le jour J, tout était parfait. Le soleil brillait, Bruno était magnifique dans son costume bleu marine, et je me sentais belle, vraiment belle, pour la première fois de ma vie.
La cérémonie avait commencé, nous étions tous rassemblés pour l'échange des vœux. Élodie n'était pas là. Elle était en retard. Au moment où le maire allait commencer son discours, les grandes portes de la salle des mariages se sont ouvertes avec fracas. Tous les invités se sont retournés. Et un murmure de choc a parcouru l'assemblée. Élodie était là. Et elle portait une robe longue. Une robe en dentelle. Une robe blanche. Pas crème, pas beige, pas champagne. Blanche. Un blanc éclatant, presque plus blanc que le mien. Elle ressemblait à une mariée. Elle avait même mis des fleurs blanches dans ses cheveux. C'est l'affront ultime dans un mariage français. Seule la mariée porte du blanc. C'est une règle tacite, sacrée. En portant cette robe, elle criait au monde, « Regardez-moi. C'est moi la plus belle. C'est moi la princesse. » Elle a remonté l'allée centrale avec un sourire radieux, faisant claquer ses talons, ignorant les regards horrifiés de ma belle famille et les chuchotements scandalisés de mes amis. « Désolée pour le retard », a-t-elle lancé d'une voix forte. Mon coiffeur a mis un temps fou pour obtenir ce volume. Elle est venue s'asseoir au premier rang, juste derrière moi, éclipsant ma présence par son audace. Bruno a serré ma main si fort que j'ai cru qu'il allait me briser les doigts. Il tremblait de rage contenue. « Calme-toi », ai-je chuchoté, les larmes aux yeux. Ne gâche pas le moment. La réception fut pire. Élodie se pavanait, critiquant tout. Le vin n'était pas assez cher, l'herbe abîmait ses chaussures, la musique était trop populaire. Vers minuit, je suis allée aux toilettes pour respirer un peu. J'étais dans une cabine quand j'ai entendu deux de mes cousines entrer et discuter près des lavabos. « Tu as vu Élodie ? » ?»« C'est honteux, » disait l'une. « Oui, mais tu sais ce qu'elle raconte aux invités du côté de Bruno, » répondit l'autre. Mon cœur s'est arrêté. Non, quoi ? Elle dit que Solange s'est mariée précipitamment parce qu'elle est enceinte. Et que Bruno l'a épousée par pitié parce que personne d'autre ne voulait d'une femme qui sent l'eau de Javel. Elle dit que c'est un mariage bas de gamme pour des gens bas de gamme. Je suis restée figée dans la cabine, incapable de bouger. Ma propre sœur. Celle pour qui j'avais sacrifié mon adolescence. Celle à qui j'avais payé cette maudite robe blanche à 2000 € qu'elle portait en ce moment même pour m'humilier. Elle ne se contentait pas de profiter de mon argent, elle me méprisait. Elle avait honte de moi. Je suis sortie des toilettes, j'ai lavé mon visage, j'ai remis du rouge à lèvres. Et je suis retournée danser. J'ai dansé avec mon mari, j'ai ri avec mes parents. J'ai fait semblant de ne rien savoir. Parce que je pensais encore qu'elle était jeune, qu'elle était jalouse, qu'elle changerait. J'étais aveugle. L'amour familial rend parfois aveugle et sourd. J'ai toléré cela à cause de nos liens du sang, car je me disais, les liens du sang sont plus forts que tout. Mais si vous étiez dans cette situation, avec votre propre sœur en robe blanche répandant de telles rumeurs malveillantes, que feriez-vous ? L'excluriez-vous immédiatement du mariage ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je souhaite vraiment connaître vos limites. 10 ans ont passé depuis ce mariage. 10 ans pendant lesquels le fossé entre la réalité et le monde imaginaire d'Élodie n'a cessé de se creuser. Aujourd'hui, j'ai 38 ans. Mon entreprise a explosé. Je suis multimillionnaire, techniquement. Mais je continue de vivre dans une maison confortable en banlieue, je conduis ma voiture utilitaire pour aller sur les chantiers, et je surveille les promotions au supermarché. C'est ma nature. Élodie a 26 ans. Elle a abandonné 3 fois ses études universitaires, histoire de l'art, trop ennuyeux, design de mode, les profs étaient jaloux d'elle, disait-elle, et management, trop de maths. Elle n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Pas une heure. Pourtant, elle vit dans le 2e arrondissement de Lyon, le quartier le plus chic, sur la presqu'île. Un appartement haussmannien de 80 mètres carrés avec parquet, moulure et cheminée. Loyer, 1200 € par mois. Qui paie ? Moi. Elle conduit une Mini Cooper décapotable, parfaite pour la ville. Leasing, 450 € par mois. Qui paie ? Moi. Elle a une carte de crédit, Platinum, rattachée à mon compte entreprise, sous le prétexte de « frais de représentation », un montage comptable douteux que je maintenais pour elle. Plafond, 2000 € par mois.
Elle l'atteint toujours. Chaque mois, je voyais passer les relevés bancaires. Sephora, 300 €. Louis Vuitton, 850 €. Restaurants étoilés, 400 €. Spa et soins, 250 €. C'était vertigineux. Elle dépensait en un mois ce qu'un ouvrier de mon entreprise gagnait en 2 mois de travail acharné. Quand j'essayais d'aborder le sujet, elle avait une technique infaillible. Elle jouait la carte de la victime émotionnelle. Solange, tu sais que je suis fragile. Maman et papa sont vieux et malades, ils avaient juste un peu d'arthrose et de cholestérol, je dois être disponible pour eux. Je ne peux pas avoir un travail avec des horaires fixes, ça me stresserait trop, je ferais une dépression. Tu veux que je fasse une dépression? Après tout ce que j'ai subi? Subi quoi? Une enfance dorée? Le pire, c'était ses mensonges sociaux. Elle avait intégré un cercle d'amis UP à Lyon. Des fils et filles de bonne famille, ou des parvenus comme elle. Pour justifier son train de vie sans travailler, elle s'était inventé un titre, investisseuse en art et consultante en images. Un jour, je l'ai croisée par hasard en ville. Elle était avec 2 amies, toutes vêtues de manteaux de fourrure, vrai ou faux, je ne sais pas. Moi, je sortais d'un rendez-vous client, je portais ma parka de chantier avec le logo de mon entreprise, Nettoyage Expert, dans le dos. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la panique dans ses yeux. Elle a dit quelque chose à ses amis, Harry, et s'est détournée. Le soir même, je l'ai appelée. Tu m'as vu aujourd'hui, pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour? Il y a eu un silence, puis elle a répondu d'une voix agacée, écoute, Solange, ne le prends pas mal. Mais j'ai dit à mes amis que tu étais l'ancienne gouvernante de notre famille qui a monté sa petite boîte de ménage. Je ne pouvais pas leur dire que ma sœur est la femme qui débouche les chiottes, tu comprends? Ça ruinerait ma crédibilité de consultante. C'est pour mon réseau. L'ancienne gouvernante. J'ai raccroché doucement. J'ai regardé mes mains. Ses mains qui avaient signé les chèques pour son appartement, sa voiture, ses vêtements. Elle avait honte de la source même de son luxe. Elle buvait l'eau de la rivière tout en crachant dedans. Je me suis sentie sale. Pas à cause de mon travail, mais à cause de ma faiblesse. Je me suis sentie complice d'une imposture. Si les insultes envers moi et Bruno me blessaient, elles restaient supportables. J'avais la peau dure. Mais Élodie a commis l'erreur de s'attaquer à la seule chose qui peut transformer une femme pacifique en lionne enragée, mes enfants. J'ai 2 enfants merveilleux. Lucas, 8 ans, un petit garçon curieux qui adore construire des cabanes avec son père. Et Chloé, 6 ans, une petite fille douce qui aime dessiner. Nous les élevons dans la simplicité. Ils savent que l'argent se gagne. Ils reçoivent de l'argent de poche s'ils aident à la maison. Ils portent des vêtements confortables, pas des marques ostentatoires. Élodie, en tant que tante, aurait dû être une figure d'amour. Au lieu de cela, elle était une figure de jugement. À chaque Noël ou anniversaire, ses cadeaux étaient des messages passifs-agressifs. Pour les 8 ans de Lucas, elle lui a offert un livre intitulé « Le guide du savoir-vivre pour les futurs gentlemen » et une cravate en soie. Pour qu'il apprenne à ne pas ressembler à un ouvrier, a-t-elle dit en riant devant tout le monde. Lucas, qui voulait un jeu de construction, a regardé la cravate sans comprendre. « Merci tata, mais je ne sais pas mettre ça », a-t-il dit poliment. « C'est bien le problème, mon chéri. Si tu ne veux pas finir avec de la sueur dans les cheveux comme ton père, il faut apprendre l'élégance. » Pour Chloé, c'était pire. Elle lui apportait ses vieux vêtements de marque. Des t-shirts Gucci déformés, des sacs à main griffés mais tachés. Tiens, ma puce. C'est du Dior. C'est un peu abîmé, mais c'est toujours mieux que les guenilles de supermarché que ta mère t'achète. Au moins, tu auras quelque chose de classe sur le dos. Chloé, innocente, était contente d'avoir un cadeau de sa jolie tante. Mais moi, je bouillonnais. Elle utilisait mes enfants comme des poubelles pour son ego. Elle leur apprenait qu'ils n'étaient pas assez bien tels qu'ils étaient. Elle plantait des graines de complexe d'infériorité dans leurs esprits purs. Un après-midi, j'ai surpris une conversation. Élodie gardait les enfants, ce qui arrivait très rarement, et je la payais pour ça. J'étais rentrée plus tôt que prévu. J'étais dans le couloir. « Dites-moi les enfants », disait Élodie d'une voix mielleuse.
Plus tard, vous voulez faire quoi? Je veux construire des maisons comme papa, a crié Lucas. Et moi je veux soigner les animaux, a dit Chloé. J'ai entendu le rire sec d'Élodie. Oh, quelle ambition médiocre. C'est mignon. Mais vous savez, construire des maisons, c'est sale. Soigner les animaux, ça pue. Vous devriez viser plus haut. Comme Tata. Tata ne travaille pas, elle dirige. Elle est importante. Si vous travaillez avec vos mains, vous serez toujours des gens de seconde zone. Des domestiques. Vous voulez être des domestiques? Je suis entrée dans la pièce, tremblante de rage. Ça suffit, Élodie. Elle a sursauté, puis a levé les yeux au ciel. Oh là là, je plaisantais. Tu n'as aucun humour, Solange. C'est pour ça que tu as des rides. J'ai regardé mes enfants, confus. J'ai réalisé que je ne pouvais plus la laisser empoisonner leur vision du monde. Elle n'était pas seulement une sœur ingrate, elle était toxique. Elle était radioactive. Et j'étais celle qui achetait l'uranium. La tension montait, mois après mois. Mais le point de rupture a commencé avec un geste d'amour. C'était une semaine avant Noël. Bruno, mon mari au cœur d'or, avait passé ses soirées et ses week-ends dans son atelier. Il savait qu'Élodie se plaignait toujours de ne pas avoir assez de place pour ses sacs à main de luxe dans son entrée. Il avait décidé de lui fabriquer un meuble sur mesure. Il avait choisi du noyer massif, un bois noble, coûteux et difficile à travailler. Il avait poncé chaque centimètre à la main, assemblé les pièces avec des tenons et mortaises, sans un seul clou visible. C'était une œuvre d'art. Un meuble qui aurait coûté plus de 800 € en boutique. Il l'avait verni avec soin pour qu'il brille doucement. Nous sommes allés chez mes parents pour un déjeuner dominical. Élodie était là, affalée sur le canapé, se plaignant de sa fatigue, elle s'était levée à midi. Bruno est entré, portant fièrement le petit meuble. Il avait des cernes sous les yeux, mais il souriait. « Joyeux Noël en avance, Élodie », a-t-il dit. « C'est pour ton entrée. Pour tes sacs. » Il a posé le meuble délicatement devant elle. Élodie a levé les yeux de son téléphone. Elle a regardé le bois magnifique. Elle n'a pas vu l'amour, elle n'a pas vu le travail, elle n'a pas vu l'art. Elle a fait une grimace. C'est quoi ce truc? C'est marron. C'est lourd. Ça va jurer avec ma déco scandinave minimaliste. Le sourire de Bruno a vacillé. C'est du noyer, Élodie. C'est un bois très PR. Je m'en fous que ce soit du noyer ou du carton, l'a-t-elle coupé sèchement. C'est moche. Je pensais que tu allais m'offrir le sac Chloé que je t'avais montré en photo. Pas un truc pour le ranger. Elle s'est levée, a bousculé le meuble avec son pied chaussé d'une botte à talons aiguilles, laissant une rayure blanche sur le vernis frais. Mets-le dans le garage de papa. Peut-être que le chien voudra dormir dessus. Ça fera un panier de luxe pour le clébard. Puis elle est partie vers la cuisine chercher un verre de vin, nous laissant là, pétrifiés. J'ai regardé Bruno. J'ai vu ses épaules s'affaisser. J'ai vu l'homme fort et fier être réduit à néant par la méchanceté gratuite d'une enfant gâtée. Il a caressé la rayure sur le bois, comme on caresse une blessure. Ce n'est pas grave, a-t-il murmuré, la voix brisée. Le chien en aura besoin. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était même plus de la colère. C'était quelque chose de froid, de dur et de définitif. Comme le bruit d'un verrou de prison qui se referme. J'ai regardé le dos de ma sœur qui s'éloignait. Tu as fait pleurer l'homme le plus bon que je connaisse, ai-je pensé. Tu as craché sur le travail de ses mains. Tu viens de signer ton arrêt de mort financière, ma petite sœur. Le 23 décembre, la veille du réveillon. J'étais dans mon bureau, en train de signer les primes de fin d'année de mes employés. J'étais d'humeur sombre depuis l'incident du meuble, mais j'essayais de rester professionnelle. Mon téléphone a sonné. Princesse Élodie s'affichait sur l'écran. J'ai décroché. Allô? Solange. C'est la catastrophe. Sa voix était aiguë, dramatique. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as eu un accident? Non. C'est le traiteur pour demain soir. Il veut être payé en avance.
Tu peux faire le virement maintenant? C'est 1500 €. Cette année, Élodie avait insisté pour organiser le réveillon. Elle avait rencontré quelqu'un. Un certain Jean-Charles, soi-disant un entrepreneur dans la tech, un homme du monde. Elle voulait l'éblouir. Elle avait réservé une salle privée dans un restaurant très chic de Lyon, l'Orangerie. Bien sûr, c'était ma carte bleue qui chauffait. Je vais voir, ai-je dit froidement. Mais il y a autre chose, non? Je sens que tu veux me dire quelque chose. Elle a hésité. Puis elle a pris cette voix faussement douce qu'elle utilisait pour manipuler. Écoute, Soso. Pour demain soir. J'ai invité Jean-Charles et quelques-uns de ses amis. Des gens très influents. Très sophistiqués. Et alors? Alors? Je me disais. Ce serait peut-être mieux si tu venais seul. J'ai arrêté de respirer. Seul? Tu veux dire sans Bruno et les enfants? C'est Noël, Élodie. Je sais. Mais tu comprends? Bruno, il est gentil, mais il est un peu rustre. Il ne sait pas tenir une conversation sur l'art contemporain ou la bourse. Et les enfants, ils sont bruyants, et ils portent toujours ces vêtements bizarres que tu leur achètes. Elle a marqué une pause, puis a lâché la bombe. Franchement Solange, n'amène pas ta famille. Ils sont trop bas de gamme. Ils ne sont pas de mon niveau. Ils vont faire tache dans le décor. Je ne veux pas avoir honte devant Jean-Charles. Bas de gamme. Le mot a résonné dans mon crâne. Ma famille. Mon mari aimant. Mes enfants innocents. Bas de gamme. Une vague de calme glacial m'a envahi. C'était fini. Tu ne veux pas avoir honte, ai-je répété doucement. Voilà, tu comprends. Merci ma chérie. Fais le virement vite, bisous. Elle a raccroché. Je suis restée assise dans le silence de mon bureau. J'ai regardé par la fenêtre la pluie tomber sur Lyon. J'ai pensé à toutes les années de sacrifice. À l'odeur de Javel. Aux chèques signés. Aux insultes avalées. J'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de mon gestionnaire de compte bancaire professionnel. Bonjour, Marc. Oui, c'est Solange. Désolée de vous déranger si tard. J'ai besoin de faire quelques changements urgents sur les cartes de crédit et les prélèvements automatiques de la société. Oui, ce soir. C'est impératif. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Maître, le bail de l'appartement rue de la République. Il est au nom de la société, n'est-ce pas? Parfait. Je veux entamer la procédure de résiliation. Dès demain matin. J'ai raccroché. J'ai souri. Un sourire qui ne touchait pas mes yeux. Tu ne veux pas de bas de gamme à ta fête, Élodie? Très bien. Tu vas avoir un spectacle de très haute qualité. Le 24 décembre au soir. Lyon brillait de mille feux. J'ai dit à Bruno et aux enfants de s'habiller. On y va quand même, a demandé Bruno, inquiet. Tu es sûr? Plus que jamais. Mettez vos plus beaux vêtements. J'ai mis une robe noire, simple mais d'une coupe parfaite. Bruno a mis son costume de mariage. J'ai habillé Lucas et Chloé avec des tenues classiques, propres et soignées. Nous n'étions pas des mannequins de la Fashion Week, mais nous étions dignes. Nous étions une famille. Nous sommes arrivés à l'Orangerie. Le restaurant était privatisé pour la soirée exclusive d'Élodie. Il y avait des lustres en cristal, du velours rouge, et une odeur d'argent et de prétention. À l'entrée, Élodie tenait une coupe de champagne. Elle portait une robe à paillettes dorées, 3000 €, je le savais, j'avais vu la facture. À son bras, un homme grand, bronzé au UV, avec un sourire trop blanc, Jean-Charles. Quand elle nous a vus entrer, son visage s'est décomposé. Le masque de l'hôtesse parfaite est tombé pour laisser place à la furie. Elle s'est précipitée vers nous, sifflant entre ses dents. Qu'est-ce que vous foutez là? Je t'avais dit de ne pas les amener. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est Noël, Élodie. Et c'est moi qui paie cette soirée, rappelle-toi. J'ai le droit d'amener qui je veux. Elle a jeté un coup d'œil nerveux vers Jean-Charles et ses amis qui nous observaient. Coincé.
Elle ne pouvait pas faire un scandale sans ruiner son image de « fille bien élevée ». D'accord, a-t-elle craché. Mais vous ne vous asseyez pas à la table principale. Vous allez là-bas. Elle a pointé une petite table ronde, coincée entre la porte battante des cuisines et l'entrée des toilettes. Et ne parlez à personne. Surtout toi, Bruno. Ne raconte pas tes histoires de planches et de clous. Nous nous sommes assis. C'était l'humiliation suprême. Nous étions relégués au rang de spectateurs indésirables dans une fête financée par ma sueur. Le dîner a commencé. Le foie gras, les huîtres, le champagne coulaient à flots à la table d'honneur. Élodie riait fort, racontant des anecdotes inventées sur ses voyages à Dubaï et New York. À un moment, Jean-Charles a demandé assez fort pour qu'on entende. « Et ces gens là-bas, Élodie ? C'est qui ?» Tout le restaurant s'est tu. J'ai vu Élodie hésiter une seconde. Puis elle a ri, un rire cristallin et cruel. « Oh, ne faites pas attention. Ce sont des cousins éloignés, de la campagne. Ils ont des problèmes d'argent, alors je les ai invités par charité chrétienne. Vous savez comment je suis, j'ai le cœur sur la main. C'est ma BA, bonne action, de Noël. » Ah, noble de ta part, a répondu Jean-Charles en levant son verre. À la charité. À la charité, ont répété les invités en riant, nous lançant des regards de pitié condescendante. Bruno a serré les poings sur la nappe blanche. Lucas m'a regardé avec ses grands yeux tristes. « Maman, pourquoi tata dit qu'on est pauvre ?» J'ai posé ma main sur celle de mon fils. « Mange tes crevettes, mon chéri. Le spectacle va commencer. » J'ai senti une énergie froide me parcourir. C'était le moment. Le moment de vérité. Le moment où la Cendrillon inversée allait perdre son carrosse, non pas à minuit, mais à 21h30. Je me suis levée. J'ai pris mon verre de champagne. J'ai marché lentement vers le centre de la salle, mes talons claquant sur le parquet ciré. Le silence s'est fait progressivement. Élodie m'a regardé avec un mélange de peur et de défi. « Qu'est-ce que tu fais ? Rassois-toi, a-t-elle murmuré agressivement. J'ai ignoré son ordre. J'ai pris une petite cuillère et j'ai teinté contre mon verre. Ding, ding, ding. Excusez-moi, tout le monde. J'aimerais porter un toast. Jean-Charles a souri poliment. Les invités se sont tournés vers moi. Je suis Solange. La cousine pauvre de la campagne. Mais je suis aussi la sœur aînée d'Élodie. Et ce soir, j'ai appris une leçon précieuse sur les classes sociales. Élodie s'est levée à demi. « Solange, arrête ça tout de suite. » J'ai élevé la voix, couvrant la sienne. Ma sœur m'a dit ce soir que ma famille était bas de gamme. Que nous n'étions pas de son niveau. Et elle a raison. Nous ne sommes pas du tout du même niveau. J'ai sorti mon smartphone. J'avais préarrangé avec un serveur, un jeune homme à qui j'avais donné un pourboire de 100 € à l'entrée, pour connecter mon téléphone au grand écran plat mural qui diffusait des images d'ambiance de neige. Voyez-vous, le niveau d'Élodie coûte très cher. Et j'ai pensé qu'en tant qu'investisseuse en art, elle apprécierait la transparence des chiffres. J'ai appuyé sur l'écran. L'application de ma banque s'est affichée en grand sur le mur du restaurant. Des graphiques, des listes de débit. Un murmure choqué a parcouru la salle. Voici le coup de l'élégance d'Élodie, ai-je commenté comme lors d'une présentation d'affaires. La robe dorée qu'elle porte, 3000 €. Débité sur le compte de ma société de nettoyage le 15 décembre. Le loyer de son appartement, prestigieux, 1200 € par mois. Payé par mois depuis 5 ans. Total, 72 000 €. La Mini Cooper garée dehors, 450 € par mois. Payé par mois. Et ce dîner, cette générosité. 1500 € d'acompte. Payé par la cousine pauvre. Élodie était devenue blanche comme un linge. Elle tremblait de tout son corps. Jean-Charles s'était écarté d'elle comme si elle avait la peste. C'est faux. C'est un montage, a-t-elle crié, la voix brisée par l'hystérie. J'ai continué, implacable. Tu as dit que nous étions des parasites qui profitaient de ta charité. Mais la vérité, Élodie, c'est que le seul parasite dans cette pièce, c'est toi. Tu es une sangsue habillée en haute couture.
Tu as humilié l'homme qui travaille le bois pour te faire des cadeaux. Tu as méprisé les enfants qui t'aimaient. Tu as honte de l'argent qui te nourrit parce qu'il sent la sueur. Je me suis tournée vers elle. J'ai levé mon verre bien haut. Alors, je porte un toast à Élodie. Ma sœur, la chômeuse professionnelle qui se prend pour une reine. Profite bien de cette coupe de champagne, ma chérie. C'est la dernière que je paie. J'ai appuyé sur un dernier bouton sur mon téléphone. Voilà. Carte de crédit bloquée. Bail de l'appartement résilié. Leasing de la voiture annulé. À partir de minuit ce soir, tu es officiellement sans abri et sans ressources. Bienvenue dans le monde réel, le monde des gens qui travaillent. J'ai bu une gorgée, j'ai posé le verre sur la table de Jean-Charles, et j'ai dit, Joyeux Noël. L'addition est pour toi, cette fois. Ah non, suis-je bête, ta carte ne passera pas. Attendez, ce n'est pas tout. La vraie punition viendra plus tard. Mais avant de continuer, cliquez sur « J'aime » si vous pensez, comme moi, que ces parasites ingrats méritent une leçon inoubliable. Le chaos qui a suivi a été indescriptible. C'était comme regarder un accident de voiture au ralenti. D'abord, le silence. Puis, le bruit d'une chaise qui racle le sol. C'était Jean-Charles. L'homme, influ, s'est levé, a ajusté sa veste, et a regardé Élodie avec un mépris absolu. « Tu m'avais dit que tu étais héritière d'une fortune industrielle », a-t-il dit froidement. « Je ne sors pas avec des cas sociaux. » Il a jeté sa serviette sur la table et est parti sans un regard en arrière. Ensuite, les « amis ». Ces gens sophistiqués qui buvaient mon champagne 5 minutes plus tôt. Ils ont commencé à murmurer, à rire, à prendre leur manteau. Quelle honte! Une arnaqueuse. Viens chérie, on s'en va, ça devient glauque. En moins de 2 minutes, la table d'honneur était vide. Il ne restait qu'Élodie, seule au milieu des assiettes de foie gras entamées, sous la lumière crue des lustres. Elle s'est tournée vers moi, les yeux fous, le mascara coulant sur ses joues. Tu as ruiné ma vie. Salope! Tu es jalouse de moi. Elle s'est jetée sur moi, les ongles en avant, prête à me griffer. Mais elle n'a pas pu m'atteindre. Une main ferme l'a saisie par le poignet. C'était Bruno. Mon mari doux, calme, pacifique. Il la tenait fermement, sans violence, mais avec une autorité que je ne lui avais jamais vue. Ne touche pas à ma femme, a-t-il dit d'une voix basse et grondante. Jamais. Élodie a essayé de se dégager, hurlant des insultes. Le gérant du restaurant est arrivé avec 2 agents de sécurité. Mademoiselle, vous allez devoir régler l'addition et partir. Vous dérangez la clientèle. Je ne peux pas payer. Elle a bloqué mes cartes, a-t-elle hurlé en me pointant du doigt. Ce n'est pas mon problème, a répondu le gérant. On appelle la police? À ce moment-là, mon père, Gérard, s'est levé de notre petite table au fond. Il s'est approché, appuyé sur sa canne. Il avait les larmes aux yeux. Papa, a crié Élodie. Dis-lui. Dis à Solange d'arrêter cette folie. Mon père l'a regardé avec une tristesse infinie. Non, Élodie. Solange a raison. Nous t'avons trop gâté. Nous avons créé un monstre. Tu as craché sur ta famille. Tu as eu honte de nous. Eh bien ce soir, c'est nous qui avons honte de toi. Il a tourné les talons. Viens, Solange. Viens, Bruno. On rentre. Nous sommes sortis du restaurant, la tête haute. Derrière nous, on entendait encore les cris hystériques d'Élodie qui essayait de négocier avec le gérant. Dehors, l'air était glacé, mais pur. Il neigeait doucement. J'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis 20 ans, je ne sentais plus le poids de ma sœur sur mes épaules. Je sentais la liberté. Nous sommes allés manger des crêpes dans un petit stand de rue. Nous avons ri, nous nous sommes serrés les uns contre les autres. C'était le meilleur Noël de ma vie. Les mois qui ont suivi ont été brutaux. Pour Élodie, pas pour moi. J'ai tenu parole. J'ai coupé le robinet. Plus 1 centime. Janvier a été le mois du déni. Elle m'envoyait des messages d'insultes, me menaçant de procès. Avec quel argent payait-elle l'avocat? Aucun,
Donc c'était du bluff. Février a été le mois de la chute. Le propriétaire de l'appartement l'a expulsée. Elle a dû vendre ses sacs Chanel, ses chaussures Louboutin, ses bijoux. Mais sur le marché de l'occasion, ça ne vaut pas grand-chose quand on est pressé. Elle a atterri dans une chambre de bonne insalubre, sans chauffage, dans un quartier difficile. Mars a été le mois de la réalité. Elle a dû chercher du travail. Sans diplôme, sans expérience, et avec une arrogance tenace, c'était un désastre. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait trouvé un poste de serveuse dans un café. Elle a tenu 2 jours. Elle a jeté un café sur un client qui s'était plaint que c'était froid. Renvoyé. Ensuite, elle a essayé de faire de la vente en magasin. Renvoyée pour insolence. Le monde réel ne pardonne pas comme une grande sœur. Le monde réel s'en fiche que tu sois jolie ou que tu aies eu une enfance dorée. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Un soir de mars, il pleuvait des cordes. J'étais chez moi, au chaud, avec Bruno. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Allô? Madame Solange? Ici l'hôpital Édouard Herriot, aux urgences. Nous avons admis une certaine Élodie. Elle souffre de pneumonie et de malnutrition sévère. Elle vous a désigné comme personne à prévenir. Mon cœur a fait un bond. Malnutrition. Ma sœur, qui jetait du foie gras à la poubelle 3 mois plus tôt, avait faim. J'ai regardé Bruno. Je dois y aller. Je viens avec toi, a-t-il dit simplement. Quand je suis arrivée dans la chambre d'hôpital, je ne l'ai presque pas reconnue. Elle était maigre, pâle, les cheveux ternes et emmêlés. Ses ongles manucurés avaient disparu, remplacés par des doigts rongés. Elle avait l'air d'une petite fille perdue. Elle dormait. Je me suis assise à côté d'elle. J'ai revu le bébé rose que j'avais tenu dans mes mains rugueuses. J'ai pleuré. Pas sur elle, mais sur nous. Sur tout ce temps perdu, sur tout cet amour mal dirigé. Elle a ouvert les yeux. Quand elle m'a vue, elle a essayé de se redresser, mais elle était trop faible. Elle a baissé la tête. Solange? Sa voix était un croassement. Chut. Repose-toi. J'ai faim, Solange. Et j'ai froid. Tout le temps froid. Elle a commencé à pleurer, des gros sanglots laids et sincères. Ils m'ont tous laissé tomber. Jean-Charles, les filles. Dès que je n'ai plus eu d'argent, je n'existais plus. Il n'y a que toi qui es venu. Elle a tendu sa main vers la mienne. Je suis désolée. Pour le mariage. Pour Bruno. Pour les enfants. J'ai été une garce. Une horrible garce. C'était la première fois qu'elle s'excusait. Vraiment. Sans excuse, sans manipulation. Juste la vérité nue de la souffrance. Je ne l'ai pas ramenée dans son appartement de luxe. Je ne lui ai pas donné de chèque. Quand elle est sortie de l'hôpital, je l'ai emmenée devant mon usine de nettoyage. Je ne te donnerai plus jamais d'argent gratuit, Élodie, lui ai-je dit fermement. Ça t'a presque tué. L'argent gratuit est un poison. Elle a baissé les yeux, honteuse. Je sais. Je ne demande rien. Juste, aide-moi à ne pas mourir de faim. J'ai sorti un sac du coffre de ma voiture. Tiens. Elle a ouvert le sac. C'était une blouse bleue. Une blouse d'ouvrière, avec le logo de mon entreprise. Et une paire de gants en caoutchouc. J'ai besoin de quelqu'un au tri du linge sale. C'est dur. Ça sent mauvais. C'est payé au SMIC. Tu commences à 6 heures du matin. Si tu acceptes, je t'avance le 1er mois de loyer pour un studio propre près d'ici. Si tu refuses, je te ramène au foyer pour sans-abri. Elle a regardé la blouse. Elle a regardé ses mains abîmées. Puis elle m'a regardé. Il y avait une lueur nouvelle dans ses yeux. De la peur, oui, mais aussi de la détermination. Je prends le job, a-t-elle dit. C'était il y a 1 an. Élodie travaille toujours à l'usine. Elle a perdu ses kilos en trop, elle a gagné des muscles. Elle ne porte plus de fossiles. L'autre jour, je suis passée dans l'atelier. Je l'ai vue en train de plier des draps industriels.
Elle riait avec une collègue, une femme immigrée qu'elle aurait méprisée autrefois. Bruno est venu me chercher. Quand Élodie l'a vu, elle a posé son travail. Elle s'est approchée de lui. Salut Bruno. J'ai économisé un peu. Ce n'est pas grand-chose, mais je voulais te payer une bière. Pour m'excuser pour le meuble. Bruno a souri, son grand sourire chaleureux. Garde tes sous, Élodie. Viens plutôt manger dimanche. On fait un barbecue. Et tu sais quoi? Apporte le dessert. Mais un dessert que tu as fait toi-même. Elle est venue. Elle avait fait une tarte aux pommes. Elle était un peu brûlée sur les bords, mais c'était la meilleure tarte que j'ai jamais mangée. Ma sœur n'est plus une princesse. Elle est devenue quelque chose de bien mieux, une femme. Une femme qui sait que la dignité ne se trouve pas dans une étiquette de prix, mais dans la fierté de gagner son pain. J'ai nettoyé beaucoup de choses dans ma vie. Mais nettoyer l'âme de ma sœur a été mon chantier le plus difficile, et le plus beau. Merci d'avoir écouté mon histoire. Qu'en pensez-vous? Ai-je été trop cruelle en coupant les vivres à ma sœur, ou était-ce une mesure nécessaire pour la sauver? Avez-vous déjà dû remettre à l'ordre un proche toxique? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir chaque jour de nouvelles histoires touchantes. À bientôt.